Bonjour tout le monde, c'est Grégory et bienvenue à mon 11e épisode de Nizezek. Et cette semaine, je vais évoquer sur le thème des quarts de finale qui sont tout bientôt terminées. Oui, car le match 7 entre le CP Bern et le HC Fribourg-Gotteron, c'est ce soir, mais on connaît déjà 3 des 4 équipes qui seront en demi-finale. Donc, aujourd'hui, je vais aussi poser la question, quelles équipes vont disputer la finale de la saison 2024-2025? Alors, bonjour mesdames et messieurs, merci, oui, je suis de retour. Et comme je viens d'évoquer, hier soir, le Lausanne Hockey Club s'est qualifié pour les demi-finales. Grâce à leur belle victoire sur le score de 6-2 face aux Langnau Tigers, les Tigres qui ont fait un très bel effort face aux premiers du classement. Donc les Lausannois ont eu vraiment de la peine à se qualifier pour les derniers carrés du championnat. Et leur adversaire n'est pas encore connu, car oui, il y a un match décisif aussi ce soir à la PostFinance Arena dès 20h qui sera diffusé sur la télé bilingue, la télé Vaud-Fribourg, les Monts Bleus et les chaînes, donc en général les chaînes gratuites. Alors oui, je vais vous poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris des quarts de finale? On ne sait pas encore les résultats, mais aussi quelles équipes vont disputer la finale. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Il y a des équipes qui ont surpris. Le HC Davos, mené par Sandro Eichlimann, Adam Tambellini et Matej Stransky, se sont montrés très capables, très costauds, et ils étaient surprenants face aux Zougois. Certes, ils étaient proches au classement, mais avec des joueurs tels comme Leonardo Giannoni, Gregory Hoffman, Lino Marchini, Wingerly. Les Zougois ont vraiment été balayés d'un côté par des Davosiens. Et est-ce que le fait que ce soit la dernière saison d'Andrés Ambul aura un impact? Probablement oui, mais moi-même, j'étais surpris. J'ai été juste en disant que ça va être la série la plus courte, on dirait, mais jamais j'aurais cru que l'HC Davos va qualifier pour les demi-finales en uniquement 4 matchs. 4 matchs. Donc, ils auraient eu un énorme repos entre les quarts et les demi. Alors, est-ce que ça va être un problème pour eux? Reste à savoir. Mais ils sont impeccables. Et comme on va voir plus tard, car je vais faire mes pronostics et pour le match de ce soir et les conséquences de ce soir sur les affiches de demi-finale. Et je vais donc analyser tout ça très bientôt. Alors, sans tarder maintenant, je vais passer à ce 7e match. Oui, ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant à la PostFinance Arena où le CP Bern a gagné 3 matchs et le Fribourg-Gotteron a aussi gagné 3 matchs. Donc, ça va être très serré. Sur les 6 matchs joués, il y a eu déjà 4 prolongations et les Bernois sont évidemment les maîtres dans les minutes supplémentaires. Alors, qui va gagner ce soir et qui va jouer contre qui pour les demi-finales? Alors, les CP Bern, ils étaient menés 3 matchs à 1 dans cette série par Fribourg. Et
j'ai vu venir la victoire en acte 5, mais franchement, j'ai vraiment pensé que Fribourg allait plier l'affaire chez eux l'autre soir, lundi soir. Mais ils ne l'ont pas fait. Berne a égalisé sur le tard. Fribourg, ils avaient 10 minutes en powerplay pendant le tiers intermédiaire. Et de plus, Marcus Sorensen avait une occasion de l'or avec un tir au but, mais le gardien Wüttrich était incroyable là pour ses coéquipiers. Il a tenu bon et il a permis à ses couleurs de rentrer chez eux pour ce 7e match. Alors, si on prend les statistiques, vous allez comprendre que Berne devrait être le favori ce soir. Alors oui, d'accord, le nombre de buts, c'est 14 pour Berne, 16 pour Fribourg, et Reto Berra a un meilleur pourcentage d'arrêt. Mais pourtant, il y a des statistiques qui sont largement en faveur du CP Berne. Par exemple, le nombre de buts en supériorité numérique. Berne, on a marqué 4. Fribourg, on a aussi marqué 4. Mais les CP Berne, ils n'ont pas eu assez d'occasions pour marquer en supériorité numérique. Par exemple, ça se voit sur les pourcentages de powerplay. Par exemple, pour Berne, c'est 23,53% d'efficacité en supériorité numérique. Ils sont deuxième parmi les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Quant à Fribourg, c'est uniquement 14,81% d'efficacité. Ils sont 5e. Donc, ils sont parmi les 4 pires. Oui, ils sont parmi les 4 pires équipes entre les 8. Et aussi, Fribourg, comme j'ai dit, ils ont eu 10 minutes avec un homme de plus sur la glace lundi soir. Ils n'ont pas pu plier l'affaire. Ça pèse lourd sur une série, surtout si l'ours a le droit de pouvoir disputer un 7e match à domicile. Après, les supporters genevois, vous allez souvenir, 2013, les Aigles menaient 3-1 face aux Ours. Les Bernois ont remonté au score à 3-3. Puis, l'acte 7, c'était facile pour les Bernois. Même si on va plus loin, désolé, mais encore une fois, 2009, face à Berne, les Aigles ont gagné le droit de disputer ce 7e match. Berne, 7e match avant leur public, c'était trop facile pour eux. 4-1. Donc, le CP Berne, ils sont les maîtres dans les matchs 7 à domicile. D'accord, Fribourg a gagné la plupart des engagements dans cette série. Ils en ont gagné presque 54% et c'est juste, ce sont des poils au-dessus de 46% pour Berne, car ces deux équipes se rencontrent évidemment. Mais c'est assez équilibré, c'est pas aussi dominant que ça pour Fribourg, mais aussi le penalty killing. Berne tue davantage de 85% de leur pénalité. Par contre, Fribourg tue uniquement 3/4 de leur pénalité avec 76,47%. Donc, il y a des statistiques qui sont assez largement en faveur de Berne. Si Berne continue à tuer leur pénalité et que Fribourg n'arrive encore et toujours pas à faire la différence, ça va coûter cher ce soir. Surtout car Berne, à la maison, ils auront besoin de la moindre occasion pour trouver la faille. Et même si
même si Berra a un meilleur pourcentage d'arrêt qu'Utrecht, qu'Radeborn, n'importe quel portier bernois se trouve dominé par Berra, mais ce match 7, tout peut arriver. Mais quelques statistiques d'équipe sont en faveur de Berne. Et même si Fribourg a marqué 2 buts de plus que Berne dans cette série, c'est très très serré. On a eu 4 matchs qui sont allés au-delà des 60 minutes. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant à voir. Alors, j'ai parlé des statistiques. Il y a 2 Fribourgeois parmi les top 10 pointeurs. Il y a Sorensen qui a 8 points, 3 buts, 5 assists. Il y a Schmidt, Sandro Schmidt, qui est 10e. Il a 6 points, 2 buts, 4 assists. Le seul joueur bernois, par contre, qui se trouve parmi les top 10 pointeurs, c'est Miro Aaltonen. Oui, l'ex-joueur des Aviateurs se trouve au 9e rang au niveau pointeur avec 6 points, 5 buts. 5 buts et une passe décisive pour lui. Le Finlandais, il brille lors de cette série. Et les ours semblent s'être réveillés durant l'acte 6. Mais ça va être pas facile pour les Bernois parce qu'ils vont devoir quand même faire face aux vigilances de Reto Berra qui a blanchi une fois dans cette série et il a presque à 93% d'arrêt. Mais Reto Berra, il a souffert 3 fois en prolongation. Il a été un peu faible lors de l'action de Clock, lors de l'acte 5. Même un peu avec ce puck en moitié dégagé qui n'était pas, il était en train de descendre lors du but marqué lundi soir. Donc ça va être compliqué. C'était Aaltonen qui a marqué ce but. Ça va être compliqué pour Reto Berra, pour toute l'équipe fribourgeoise qui menait 3-1 dans cette série. Donc, attention, car les ours à la maison dans l'acte 7, comme je viens de dire, c'est compliqué. Et bien que Radeborn et Utrecht sont tous les deux à moins de 91% d'arrêt, Utrecht est gentiment en train de monter ou d'élever son niveau de jeu et de faire des arrêts clés. Et si ça part en prolongation à Berne, je pense qu'il y aura uniquement un vainqueur. Oui, je pense que les ours vont se qualifier car les box-play et power-play, ils ont une influence. Et Berne domine dans ce secteur du jeu. Alors, Fribourg va-t-elle s'effondrer de nouveau en quart de finale lorsqu'elle s'est trouvée en position favorable? Alors moi, selon ces statistiques et selon l'état d'esprit des deux équipes après l'acte 6, je pense que oui, le momentum est clairement bernoise. Donc, je pense que Berne va faire ce qu'on attend de Berne et ils vont gagner ce 7e match sur le score de 5-2. Alors, on aura 2 belles affiches en demi-finale dans le dernier carré, car Lausanne va rencontrer Davos par la suite et il y aura un Zurich-Berne. 2 belles affiches de demi-finale qui seront palpitantes, qui seront incroyables, qui seront passionnantes. Alors, si on se trouve avec ces 2 affiches, et je pense que ce sera le cas, si on prend les statistiques de Lausanne et les statistiques de Davos, alors
vous allez peut-être être étonné, mais Davos pourrait être favori dans cette série et je vais analyser tout ça dans quelques instants. Et ensuite, on aura un Zurich-Bern. Oui, et aussi cette série, vous pouvez être un peu étonné, mais ça va être largement en faveur d'une des deux équipes. Continuez à écouter si vous voulez découvrir de quoi je parle. Alors, retournons à la première demi-finale entre Lausanne et Davos. Alors, les statistiques. Les statistiques parlent largement, mesdames et messieurs, en faveur du HC Davos. Oui, Davos, 5e rang du championnat, pourrait largement dominer ce Lausanne Hockey Club qui a souffert énormément face au tir de Langnau. Écoutez ça. En 4 matchs, Davos a marqué 16 buts, donc c'est 4 buts par match en moyen en série éliminatoire. Lausanne, on parle de Lausanne, c'est Lausanne. Lausanne, ils en ont marqué 25, certes, d'accord, mais car ils ont joué 7 matchs dans leur série, c'est uniquement 3,57 buts par match pour les hommes entraînés par Jeff Ward. Alors, 4 buts marqués en moyen par Davos contre 3,57. Alors déjà Davos a disputé moins de matchs, mais ils marquent plus que Lausanne. Et alors, on a un Sandro Eichlimann qui performe mieux que Kevin Pash. Si on regarde les statistiques des gardiens, Sandro Eichlimann, déjà, il a un blanchissage en playoff, ce que Pash ne l'a pas. Et aussi, Kevin Pash n'a pas atteint les 90% d'arrêt en playoff. Il est à 89,16% d'arrêt. Et quant à Eichlimann, c'est une poussière au-dessus de 96%. Donc, on peut attendre à un débat ou un duel des gardiens dominé largement par Eichlimann qui monte en puissance durant ces séries éliminatoires. Ça, ce sont des statistiques individuelles, mais je vais retourner aux statistiques d'équipe. Le pourcentage de réussite lorsqu'on tire vers la cage adverse, Davos, encore une fois, est premier avec 11,5%, 11,59%. Quant à Lausanne, elle est cinquième. L'équipe est cinquième. 8,93% de réussite devant la cage. Le nombre de buts marqués en supériorité numérique, uniquement 2 pour Lausanne et 0,29 buts par match en supériorité numérique. Par contre, c'est 6 pour Davos et ils marquent 1,5 buts par match en supériorité numérique. Alors ça, c'était uniquement après avoir disputé 4 matchs face aux Uguois. Donc, le Lausanne Hockey Club va devoir vraiment être discipliné durant cette série s'ils espèrent de s'en sortir d'une situation qui pourrait devenir très compliquée pour eux. Surtout que le power play, le pourcentage de réussite en supériorité numérique est encore une fois largement, mesdames et messieurs, en faveur de Davos. Davos, ils ont 40% de réussite en power play, alors que Lausanne n'a même pas 10%. C'est une poil au-dessus de 9,5% pour Lausanne. Donc, attention, parce que dans cette série, il me semble que les situations spéciales auraient sans aucun doute un impact énorme dans cette série. Et si Lausanne prend 5-6 pénalités par match, alors la série pourrait être pliée très tôt. Car aussi,
Si on analyse le penalty killing, c'est 84% uniquement pour Lausanne. Et ils ont encaissé 4 buts à 4 contre 5. Mais Davos, c'est à 94,44%. Les Uruguayens ont réussi à marquer uniquement une fois lorsqu'elles se sont trouvées en avantage numérique. Et quant au face-off, d'accord, Lausanne a gagné 54,21% de leurs engagements en 7 matchs contre Lugno et Zug uniquement 46,79%. Davos, contre Zug, c'était uniquement 46,79%. Mais si on prend tout, Davos devrait être largement le favori pour cette série. Et bien que dans le compteur du top 10, les top 10 pointeurs, et il y en a 4 Lausannois contre 2 Davosiens. Mais attention, car 3 des joueurs vaudois ont joué 7 matchs et 1 on a joué 1. Alors que Stronsky et Tombalini, qui sont les 2 seuls Davosiens parmi les top 10, eux, ils ont uniquement joué 4 ou 3 matchs respectivement. Et si on prend les points par match, les Davosiens sont au-dessus des Vaudois au terme de points par match. Oui, parce que 7 points en 4 matchs, c'est bien meilleur que par exemple 9 points en 7 matchs. Et quant à Tombalini, il a même 2 points par match. Ou par exemple Damien Ria qui est 6e avec 7 points. Alors Stronsky, il a aussi 7 points. Mais il a 7 points en 4 matchs. Donc, on voit déjà que les meilleurs du HC Davos ont su faire la différence en moins de rencontres. Donc, leur efficacité est largement au-dessus celle du Lausanne Hockey Club. Et comme je viens d'évoquer avant, il n'y a pas photo pour l'instant entre Kevin Pache et Sandro Eichelmann. Alors oui, ça va être une série différente et peut-être que les coachs vidéo et coachs gardiens vont trouver une faiblesse d'Eichelmann lors des quelques jours à venir d'ici samedi. Mais a priori, Davos devrait être favori et après avoir eu de repos et d'avoir pratiqué et de peut-être même améliorer dans certaines façons du jeu, par exemple les engagements, Davos devrait s'en sortir. Et à mon avis, dans cette série, en cas de tête-à-tête avec le HC Lausanne, le Lausanne Hockey Club, Davos va gagner cette série 4-2. Donc, Davos et André Zambul, lors de sa dernière saison, sera assez étonnement en finale. Donc, la première équipe, et peut-être même pas la première équipe, car vous allez voir mes pronostics plus tard, mais une des 2 équipes en finale va être les Grisons. Donc, l'autre formation qui se qualifie va devoir faire face à un long déplacement. Et cette deuxième demi-finale se jouera après une victoire in extremis de Berne ce soir entre Zurich et ces mêmes ours. Alors, ça va être le 2e Zurich contre le 3e du CP Berne, mais encore une fois, les statistiques sont largement en faveur des ZSC Lions. Et après avoir remporté le champion d'Europe et le championnat l'an passé, Zurich va commencer cette série en étant les favoris. Pourquoi? Alors déjà, ils ont marqué 17 buts, Zurich, alors que Berne en a marqué déjà 14. Mais même si Berne marque 5 ce soir, Zurich
aurait marqué 17 buts en 5 matchs, alors que si Berne marque 5, ils auraient marqué 19 en 7 matchs. Donc, en quelques matchs de moins, Zurich aurait marqué un meilleur taux de buts par match que Berne, et ça peut peser lourdement s'ils se rencontrent. Encore une fois, si on prend l'efficacité des tirs face aux gardiens adverses qui sont cadrés, c'est presque 11% pour Zurich, qui sont 3e au classement. Par contre, pour Berne, c'est avant ce match qui va être décisif face à Fribourg, c'est 7,04% d'efficacité. Alors, c'est davantage de 3% et demi pour Zurich dans cette façon de jeu. Et face à Reideborn et Wüttrich, qui ne sont pas les meilleurs gardiens, et avec un Rubesch qui défendra la cage s'il est en forme pour les Lions, ça risque de tourner largement en faveur de Zurich si Zurich poursuit avec ses statistiques. Les buts en supériorité numérique, alors vous pouvez être étonné, c'est 4 pour Berne, mais uniquement 3 pour Zurich. Mais le penalty killing, c'est un avantage encore une fois pour Zurich. Pas aussi large que ça, mais 5%, ça pourrait peser lourdement. C'est presque 91% pour Zurich. Et c'est une poussière au-dessus de 85% pour le CP Berne. Donc, si les deux équipes, en théorie, reçoivent le même nombre de pénalités dans un match, normalement, en théorie, Berne devrait peut-être marquer le plus de goals en supériorité numérique, car c'est 23,08% d'efficacité pour Zurich contre 23,53%. Mais ce qui pourrait faire la différence là, c'est la réussite à 4 contre 5 pour Zurich, qui est meilleure que celle de Berne. Donc, si on met ça sur si on mélange ça ensemble, la réussite en power play et la réussite en penalty killing, Zurich devrait s'en sortir en étant la meilleure équipe. Tout comme lors des face-offs, lors des engagements, c'est 54,92% d'engagement gagné par Zurich et uniquement 46,36% d'engagement gagné par le CP Berne. Alors oui, tout peut changer lorsqu'on se rencontre tête à tête, comme Zurich et Berne le fera, tout probablement. Mais ce qui pourrait vraiment peser lourd dans cette série, c'est le fait qu'il y a uniquement un attaquant bernois parmi les 21 meilleurs pointeurs en playoff pour l'instant, et uniquement un bernois et 3 Zurichois. 3 Zurichois parmi les meilleurs 21. Alors pourquoi les meilleurs 21? Alors déjà dans le top 10, c'était 1 pour 1, mais Denis Morgin est 12e avant le match de ce soir. Et si on va plus loin dans le classement, il n'y a aucun Bernois, jusqu'il y a au 21e rang, Rudolf Balcers de Zurich, 21e avec 4 points, 3 buts et une assist. Donc, parmi quasiment les top 20, il y a 3 Zurichois, uniquement 1 Bernois. Donc les attaquants zurichois semblent
être plus efficace et ça se voit avec le taux d'efficacité des shoots. Encore une fois, où une série pourrait être décidée, c'est avec la solidité des gardiens. Simon Ubetch, il a déjà 2 blanchissages face à Cloton et il est presque à 97% d'arrêt. Quant à Adam Ryderborn, qui est 7e parmi les gardiens les plus utilisés, il n'est même pas à 91%, il est à 90,67%. Aucun blanchissage. Même chose pour Wüttrich, aucun blanchissage et uniquement 90,72% d'arrêt. Alors, certes, les gardiens bernois ont partagé 3 victoires au-delà des 60 minutes, mais si on compare juste Wüttrich avec Hrubesch ou Ryderborn avec Hrubesch, il n'y a pas photo. Et Hrubesch, il a l'expérience, il a été incroyable contre Genève durant les demi-finales du tournoi européen. Même chose, en finale, il a fait des arrêts clés, il a été décisif. Donc, encore une fois, si on prend les performances de quelques individus, ainsi que quelques stats flagrantes de l'équipe, cette série semble être largement en faveur de Zurich. Mais dans les tête-à-tête, on ne sait pas. Même chose pour Lausanne-Davos, on ne sait pas. Mais ça devrait être une victoire de 4-1 pour Zurich. Donc ça veut dire que dans l'acte 5, à la maison, Zurich va être meilleur. Oui, Berne n'est pas Cloton et leur niveau est meilleur. Mais Zurich n'a pas joué assez de minutes en prolongation. Je pense qu'ils n'ont même pas disputé des prolongations. Et quant à Berne, ils ont assez de minutes supplémentaires dans leurs jambes. Et de plus, ils auraient joué 2 actes de plus que Zurich. Et Zurich aurait eu de la pause pour s'entraîner, pour améliorer, tout comme Davos. Donc les statistiques sont déjà en leur faveur et ils auraient eu l'occasion d'améliorer alors que Berne disputait toujours cette série. Donc en finale, ça va être Zurich contre Davos. Certes, ça c'est mon avis, mais les statistiques parlent un peu de même. Mais on se réjouit s'il y aura des surprises. Mais d'ici la finale, je vais voir si mes pronostics sont justes. Mais je vais aussi s'amuser en regardant les matchs. Car le hockey sur glace, bien sûr, c'est passionnant. Et qui va gagner ce soir? Alors, ça va être proche, ça va être serré. Mais Berne à la maison quand même. Ça devrait être en leur faveur, même si Reto Berra est meilleur que Ryderborn ou de Wüttrich. Alors, en demi-finale, en Berne, on verra. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.